Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. L'escalade en Ukraine alors que l'Europe envoie un message de fermeté à Moscou. Des commandos armés russes ont pris aujourd'hui le contrôle de la Crimée. Ce soir, la Russie demande aux forces pro-ukrainiennes de se rendre. On en parle avec notre invité Emery de Montesquieu, sénateur UDI du Gers. La contre-attaque de Jean-François Copé, le président de l'UMP, veut une loi sur la transparence des partis et des médias, après les accusations du Point sur un favoritisme supposé au détriment de l'UMP. Premier journal des municipales à suivre sur Public Sénat à partir de 19h15. Plongée au cœur de Calais, une ville marquée par la fermeture des commerces du centre-ville et que la gauche espère ravir à la droite, même si elle part en ordre dispersé. Jean-François Copé joue son va-tout lors d'une déclaration solennelle ce matin. Le président de l'UMP s'en est pris violemment à la presse, dénonçant une chasse à l'homme. Il dit vouloir faire la transparence sur les comptes de l'UMP, qui en attendant le vote d'une loi seront placés sous scellé. Faustine Saint-Geniès. La meilleure défense, c'est l'attaque, en tout cas pour Jean-François Copé. Après les accusations du magazine Le Point, le président de l'UMP dénonce des méthodes dignes de l'Inquisition et promet de dévoiler les comptes du parti en échange d'une même transparence des autres partis et de la plupart des médias. Je déposerai sur le bureau de l'Assemblée nationale, à la reprise de ses travaux, une proposition de loi très simple et très claire. Elle demandera à chaque parti de mettre à la disposition de ceux qui le souhaitent l'ensemble des documents comptables de leur parti. Une initiative prise par Jean-François Copé lui-même, sans consultation du parti. Une initiative soutenue par ses amis à l'UMP. Sincèrement, s'engager au nom de l'UMP pour dire plus de transparence et des textes pour la transparence, ce n'est pas un engagement ou un élément qui peut gêner à l'UMP. Il y a des gens qui aiment ou qui n'aiment pas Jean-François Copé à l'UMP, mais ce n'est pas un texte sur la transparence qui peut les mettre dans l'embarras. Plus de transparence, certes. Pourtant, Jean-François Copé n'a pas voté la loi du gouvernement allant dans ce sens. Dans la majorité, on dénonce une mascarade. Ça vient masquer concrètement ce qui était attendu par tout le monde, parce que les accusations du Point sont très graves, très lourdes, si elles s'avéraient exactes. Et bien que M. Copé, qui se juge diffamé, qui se juge mis en cause injustement, apporte des éléments. Il n'a pas fait ça. En attendant tout le processus législatif proposé par Jean-François Copé, les comptes de l'UMP, resteront sous scellé. Et à noter la réaction d'Alain Juppé, l'ancien Premier ministre et cofondateur de l'UMP. Il est toujours extrêmement pénible d'être accusé à tort, comme il le dit, a déclaré le maire de Bordeaux, qui estime cependant que mettre en cause l'ensemble des médias est toujours forcément un peu injuste. Pendant des années, la préfecture de police de Paris aurait maquillé les statistiques de la délinquance. Des pratiques qui auraient diminué depuis l'arrivée de Manuel Valls, place Beauvau, mais qui auraient perduré par endroits. Les explications de Flora Sauvage. Des pratiques massives et organisées pour minorer les chiffres de la délinquance. C'est ce que révèle un rapport accablant interne à la police nationale, remis à Manuel Valls en février. Le document révèle que pendant des années, au sein de la préfecture de police de Paris, les chiffres réels de la délinquance ont été maquillés. Plusieurs techniques sont utilisées pour truquer les chiffres. Destruction pure et simple de certains faits, report des plaintes au mois suivant, ou encore minoration des faits en infraction de moindre importance. Exemple, une tentative de cambriolage avérée est comptabilisée comme une simple dégradation de porte. Ainsi, près de 16 000 faits de délinquance auraient disparu en 2011 à Paris et son agglomération grâce à cette technique. Dans un communiqué, la préfecture de police de Paris précise que le retour aux bonnes pratiques est difficile, tant les méthodes passées, pratiquées à grande échelle et depuis plusieurs années, ont déstabilisé totalement à la fois les outils statistiques et les personnes chargées de leur mise en œuvre. Au syndicat SGP Police, on dénonce la politique du chiffre. La politique du chiffre, ça a profondément gangréné le travail du policier au quotidien. Ça a transformé le policier en instrument au service d'une communication politique. Donc il faut en finir avec le chiffre unique de la délinquance qui ne veut rien dire, et il faut en finir avec la politisation des chiffres et avec cette présentation une fois par an des chiffres par le ministre de l'Intérieur. Les pratiques au sein de la préfecture de police de Paris ont persisté jusqu'à l'été 2013, malgré le changement de préfet et les consignes de transparence du nouveau ministre de l'Intérieur. Inquiétude et division à gauche sur le pacte de responsabilité et ses conséquences sur les salariés. Alors que patronat et syndicats doivent se mettre d'accord mercredi sur un texte commun, l'aile gauche du PS et les communistes entendent peser dans les débats. Julie Hulin.
Le pacte de responsabilité, dernière carte de François Hollande pour inverser une courbe du chômage inflexible. Un pacte qui suscite depuis 2 mois des remous au sein même de la majorité, avec des critiques sévères, toutes droit venues de l'aile gauche du Parti socialiste. Un courant qui a tout simplement refusé, il y a à peine une semaine, de voter le texte adopté à 75% par le Bureau national du PS. La question qui divise, celle des contreparties. Hier, Benoît Hamon n'a pas hésité à faire entendre sa voix. Il faut, face au stress du chef d'entreprise, entendre le stress des smicards, le stress de l'ouvrier, du salarié qui voit son emploi menacé. Il doit y avoir dans les contreparties pas simplement de l'emploi, mais probablement aussi une baisse du coût du capital. Baisser le coût du capital en invitant par exemple les chefs d'entreprise à limiter les dividendes accordés aux actionnaires, une orientation totalement absente du pacte de responsabilité. Certains pensent qu'il est encore possible d'amender le pacte de responsabilité. Je m'intéresse à ce que dit Benoît Hamon sur la question, mais je lui dis qu'il faut aller au bout du raisonnement et bien constater que si ce qu'on veut dissuader c'est la finance, eh bien c'est la logique du pacte de responsabilité tel qu'il a été négocié avec le MEDEF qui doit être mis en cause. Alors que syndicats et patronats doivent se retrouver pour une deuxième entrevue mercredi, le gouvernement va devoir compter ses soutiens avant d'engager sa responsabilité lors d'un vote de confiance devant le Parlement à la fin du mois de mai. Conséquence inattendue de la suspension de l'écotaxe, de nombreuses collectivités doivent mettre entre parenthèses leur projet d'aménagement du territoire, faute de financement. Cécile Sixou. Nouveau tramway à Marseille, ligne de bus à Lille ou encore métro à Toulouse, 120 projets de transport en commun qui devaient voir le jour vont pour le moment rester dans les cartons. En cause, la suspension de l'écotaxe dont une partie des recettes, près de 450 millions d'euros, était destinée à financer ces nouvelles infrastructures. Faute de moyens, les collectivités préfèrent pour le moment geler leurs projets et elles ne sont pas les seules. L'agence de financement des structures de transport qui développe des programmes ferroviaires et routiers fait le même choix. Elle devait recevoir de la taxe poids lourd près de 750 millions d'euros. Sans cet argent, elle doit abandonner plusieurs projets en cours, comme la seconde phase du LGV Est, les travaux de reconnaissance de la ligne Lyon-Turin ou encore l'amélioration de la rocade marseillaise. Au total, l'écotaxe devait rapporter 1,15 milliard d'euros par an. Si ce manque à gagner semble compensé pour le moment par l'arrêt des projets, le gouvernement ne pourra pas repousser son implication éternellement. L'Union européenne menace de remettre en cause ses relations avec la Russie en l'absence de désescalade en Ukraine. Il faut dire que la journée a été marquée par la prise de contrôle de la Crimée par des commandos pro-russes. Ce soir, la Russie lance un ultimatum aux forces ukrainiennes en Crimée. Sophie Normand-Couturier. L'Ukraine au bord de l'implosion. Chaque jour, le pays perd un peu plus de son territoire face à une Russie qui avance ses pions avec l'envoi de 6000 soldats supplémentaires. En Crimée, les lieux stratégiques de la péninsule russophone sont aujourd'hui contrôlés par les pro-russes qui continuent les prises d'assaut. Dernière en date à Donetsk, dans l'est du pays. Quelques 300 manifestants pro-russes se sont emparés de l'administration régionale. Une situation devant laquelle les Occidentaux semblent désarmés. Il faut de toute urgence restaurer le calme et éviter une nouvelle escalade en entamant un dialogue immédiat. À Bruxelles, c'est la deuxième réunion d'urgence en 10 jours. L'Union européenne hausse le ton et menace de remettre en cause ses relations avec la Russie. L'Union européenne qui demande à Moscou de rappeler ses troupes militaires et d'entamer le dialogue avec l'Ukraine. 24h Sénat, tout de suite à l'invité. Et notre invité ce soir, Aymeric de Montesquiou, vous êtes sénateur UDI-UC du Gers. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors l'Union européenne envoie un message de fermeté à Moscou et menace de suspendre ses relations bilatérales. Que pensez-vous de cette annonce? Est-ce que c'est la bonne méthode avec Moscou pour tenter de mettre un terme à la crise qui secoue l'Ukraine en ce moment? J'en suis pas sûr. Je pense que les deux parties veulent arriver à un accord, mais surtout menacer une personnalité comme Poutine, je ne pense pas que ce soit la bonne façon. Personne ne veut la guerre, bien entendu, mais il faut savoir aussi que l'Union européenne dépend beaucoup du gaz russe. 40% du gaz consommé vient de Russie, et donc je pense qu'il serait très risqué
de se couper de cet approvisionnement en énergie. Alors, est-ce que vous pensez quand même qu'il y a une possibilité encore de solution diplomatique pour mettre un terme à cette crise? On sait que l'ONU doit se réunir ce soir. Je crois qu'il faut prendre en compte l'histoire. Aujourd'hui, si on raisonne en contemporain, il est évident que les Ukrainiens sont fascinés par le niveau de vie européen, par la paix qui peut y exister. Mais si on s'en réfère à l'histoire, l'Ukraine est pluriculturelle, mais Kiev, c'est le cœur de la civilisation russe. C'est à partir de Kiev qu'a été créée la Moscovie. Et l'Ukraine appartient à la Russie depuis plus longtemps que l'Alsace-Lorraine appartient à la France. Donc ce sont les éléments politiques, économiques et historiques extrêmement importants. Pour souligner les éléments politiques, la Crimée, Sébastopol, c'est le port des mers chaudes de la Russie, donc c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte. Et puis, auparavant, tout le monde parlait le russe en Ukraine. Il me semble avoir été extrêmement maladroit que les nouvelles autorités aient décrété que le russe n'était plus la langue officielle. Et je suis certain qu'il y a des Ukrainiens qui ne comprennent et qui ne parlent que le russe. Donc ça me semble difficile. Il me semble aussi maladroit que Mme Ashton ait été vue en compagnie, en conversation avec des représentants vraiment de l'extrême droite, pour ne pas dire de la droite extrême. Je pense que l'accord qui avait été signé entre les trois ministres des Affaires étrangères polonais, allemands et français avait été une bonne chose. Bien sûr, ces ministres ne pouvaient pas prévoir ce coup de force, mais je pense qu'il n'y a pas une position homogène des opposants. Il y a des gens qui sont extrémistes, il y a des nationalistes ukrainiens, mais il faut savoir qu'il y a des parties de l'Ukraine où on ne parle que le russe, et en particulier la Crimée. Une ville comme Kharkov est une ville historique. C'est le champ de bataille entre les divisions blindées allemandes et soviétiques. Et Kharkov, ça a vraiment été une grande victoire. L'Ukraine est vouée à une partition entre pro-russe et pro-européen d'un côté? Partition, je ne sais pas. Peut-être qu'il faut une fédération, peut-être qu'il faut faire voter les citoyens ukrainiens, et je suis certain qu'il y en a beaucoup qui préfèrent choisir la Russie. Donc je pense qu'il ne faut pas essayer de prendre le risque de casser ce pays. Je pense qu'il faut peut-être penser à une fédération et surtout pas opposer l'Union européenne et la Russie. La Russie, c'est l'histoire et c'est l'économie, parce que l'économie ukrainienne dépend beaucoup de la Russie. Alors justement, parce que vous avez évoqué cette question du gaz, on sait que à la fois l'Ukraine dépend de la Russie, mais la Russie dépend aussi de l'Ukraine, puisqu'elle doit faire transiter sur son sol les hydrocarbures. Comment cette question du gaz peut-elle jouer un rôle dans la résolution de la crise actuellement? Écoutez, elle peut générer le bon sens. L'Ukraine a besoin du gaz russe, et la Russie a besoin du territoire ukrainien pour faire passer ses gazoducs. Donc je pense qu'il faut absolument que les gens parlent. Et l'Union européenne peut jouer un rôle. Lorsque les Russes disent « mais la révolution a été manipulée par la CIA », c'est possible, je n'en sais rien. Parce que les États-Unis ont toujours considéré que les anciens pays de l'Union soviétique devaient être attachés à l'OTAN. Ça me semble extrêmement maladroit. Rappelez-vous la doctrine Monroe pour les États-Unis qui interdit toute présence étrangère dans les deux Amériques. Rappelez-vous l'épisode de Grenade, de Cuba, etc. Merci Emery de Montesquieu d'avoir été notre invité ce soir. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Perrine Ternot. Tout de suite, première édition du Journal des municipales.